Bonjour, Monsieur Vauvero. Bonjour. Je vous laisse vous installer. Donc, vous êtes historien et un sociologue fondateur de la sociologie de la laïcité. Et vous avez écrit dernièrement un livre qui s'appelle « La loi de 1905 n'aura pas lieu », une expression de l'époque, l'Église catholique légale malgré elle, aux éditions Maison des sciences de l'homme. Voilà. Oui. Et donc, vous avez participé à la commission de réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la République, plus communément désignée sous le nom de commission Stasi. Et à l'époque, le débat social et politique portait avant tout sur le foulard islamique, suite à la médiatisation des affaires de foulard dans plusieurs établissements scolaires. Cette loi célèbre aujourd'hui son 20e anniversaire. Pourtant, le cahier des charges donné par le président de la République à la commission était beaucoup plus large, comme l'indique d'ailleurs son titre officiel. Les membres de la commission dont vous faisiez partie ont eu pour objectif de développer une approche globale de la laïcité. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage et comment est-ce que ça s'est déroulé ? Alors oui, donc nous étions 20 membres et donc il faut rappeler qu'il y avait 14 hommes et 6 femmes. Je crois que la précision n'est pas inutile à rappeler. Le président de la République, Jacques Chirac, qui nous avait nommés, nous avait demandé donc de travailler sur le principe de laïcité et son actualisation au début du XXIe siècle, puisqu'on était en 2003. Et nous avons eu à cœur de rédiger un rapport qui comportait 26 propositions où nous pensions que nous touchions à différents aspects de la laïcité. Mais malheureusement, une seule de ces propositions n'a été réellement retenue par les politiques, qui a été cette fameuse loi du 15 mars 2004 interdisant le port de signes ostensibles à l'école, et principalement le foulard et la kippa. Et moi, je n'ai pas voté cette résolution. Je me suis abstenu parce que j'estimais que c'était une pente dangereuse. Et je craignais effectivement que cette proposition soit privilégiée par rapport aux autres. Et malheureusement, la suite m'a donné raison. D'ailleurs, vous avez été le seul à vous abstenir sur le vote de cette partie du rapport qui proposait, comme vous le dites, l'interdiction dans les écoles, collèges et lycées des tenues et signes manifestant une appartenance religieuse et politique. Et vous aviez aussi une volonté d'inscrire initialement une fête juive, une fête musulmane. Et vous vouliez aussi présenter une proposition beaucoup plus réaliste qui tienne donc... qui prennent en compte les contraintes à l'école et au sein des entreprises. Mais vous dites, nous avons réussi, mais cela nous a pris pas mal de temps et le politique n'a pas pris en compte notre proposition. Est-ce que vous savez pourquoi ? Est-ce que vous avez une explication ? Oui. Alors, effectivement, si vous voulez, la majorité du temps de la commission a été consacré à l'écriture du rapport. Et quand vous avez 20 personnes, oui, dont pas mal d'intellectuels qui des fois pinaillent un peu sur les virgules, on peut dire ça en s'amusant un peu, ça prend du temps. Ça prend du temps et on a passé énormément de temps à faire ce rapport. Au départ, on se réunissait 2 fois par semaine et au fur et à mesure, on s'est réunis encore plus souvent. Bon, donc c'était très prenant. Bon. Et pour la commission, ce rapport était le plus important. Bon. Mais en fait, ce qui s'est révélé ensuite, c'est que le politique avait nommé cette commission un petit peu pour cautionner une volonté déjà en germe, qui était l'interdiction des signes ostensibles à l'école. Bon, alors... Je rappelle le contexte. On était juste après les attentats du 11 septembre 2001. On était juste après le fait que Jean-Marie Le Pen était au second tour de la présidentielle. Mais justement, je trouve que le politique a été un petit peu comme on est devant un boa où on est focalisé. Et bon. Et la réponse qui a été apportée au véritable problème, qui est né du 11 septembre, né de cette présence de Jean-Marie Le Pen, n'était pas la bonne. Et le politique n'a fait finalement, je pense, qu'aggraver les choses
en prétendant opposer une interdiction aux extrémistes. Alors qu'en fait, bon, Jean Jaurès disait la République est une méthode, et cette méthode est l'efficacité par le maximum de liberté. Et ça, on a oublié la leçon de Jean Jaurès. Et justement, vous rappelez le contexte. Il y a eu le printemps 2003 était agité en France. Il y avait aussi les enseignants en grève, les fortes mobilisations, plus à l'international les guerres, Afghanistan, Irak et les attentats terroristes. Donc, selon vous, ça a joué en défaveur de la loi pour une laïcité? Ah oui, oui, le contexte a beaucoup joué pour inciter un certain nombre de personnes à finalement se rallier. Parce que si j'ai été le seul à m'abstenir au bout du compte, il y avait, mettons, 6 ou 7 personnes qui étaient mal à l'aise. Bon. Et d'ailleurs, dans un premier vote, nous étions 3 à nous abstenir. Et puis, le staff a fait du forcing et finalement, je suis resté seul à maintenir mon abstention. Mais il y avait 6 ou 7 personnes qui étaient mal à l'aise. Et vous rappelez d'autres propositions de la Commission, et notamment la proposition de faire que une fête juive, une fête musulmane soit intégrée à l'ensemble des jours fériés. Alors, pour l'école, l'idée, c'était d'enlever 2 jours aux grandes vacances. Bon, elles font 2 mois et demi, donc si on leur enlève 2 jours, c'est pas très grave. Ce qui permettait de rajouter cette fête juive, cette fête musulmane, qui voulait montrer la diversité religieuse, convictionnelle, culturelle de la France. Alors que, parce que c'est quand même extraordinaire. On nous a dit après, ça aurait été du communautarisme. Mais soyons sérieux, célébrer des fêtes catholiques, c'est laïque, et célébrer des fêtes d'autres religions, ça serait communautariste. On voit bien par là l'hypocrisie fondamentale de certains laïcs qui sont libéraux, souples, accommodants vis-à-vis du catholicisme et durs envers des minorités religieuses. Donc ça convient pas. Et alors, pour les entreprises, on avait proposé la solution du crédit de jour férié, si bien que quelqu'un qui aurait voulu travailler le jour de l'Ascension et puis célébrer le Yom Kippour ou célébrer l'Aïd aurait pu le faire. Et voilà. Et moi, je regrette beaucoup à la fois qu'on ait pris la disposition qui a donné la loi de 2004 et qu'on ait refusé la proposition de cet élargissement des jours fériés, qui était une proposition réaliste puisqu'on tenait compte des contraintes de chaque institution et qui aurait manifesté pour les élèves que la laïcité était égale pour tous. Et justement, vous aviez aussi fait 2 propositions. La première que vous dites, une première pour l'honneur, c'est ça. Et une seconde beaucoup plus réaliste. Mais, selon vous, si ce compromis avait été adopté, la suite des événements aurait pu être, complètement, ça aurait été différent. Alors oui, ma première proposition s'appuyait sur la situation qui existait. La situation qui existait, je la rappelle, depuis 1989, il y avait eu un arrêt du Conseil d'État, un avis du Conseil d'État, qui avait dit que le port de signes religieux à l'école n'était pas en soi contraire à la laïcité, ce qui est, à mon avis, dans la droite ligne de ce qu'avait dit Aristide Briand en 1905, mais qui pouvait le devenir si le comportement de l'élève rendait le port de ces signes ostentatoire. C'est-à-dire c'était le comportement qui était visé, un élève qui refusait certains cours, un élève qui contredisait la discipline scolaire, ou un élève qui faisait des manifestations de prosélytisme à l'école en obligeant d'autres camarades à porter ces mêmes signes alors même qu'il n'aurait pas voulu. Donc, moi, j'avais travaillé avec un juriste pour mettre cet avis en projet de loi. Et j'avais dit, puisque vous voulez une loi, eh bien, transformons en loi l'avis du Conseil d'État. Bon, mais ça, comme j'ai dit, c'était pour l'honneur, parce que je savais, vu l'évolution de la Commission, que ça ne serait pas accepté. Alors, j'avais fait un plan B, disons, une seconde proposition. D'abord, je leur avais dit... Tout peut devenir signe religieux. Donc, si vous dites on interdit les signes religieux à l'école, on ne sait plus où on va
parce que n'importe quel signe peut devenir un signe religieux à partir du moment où les gens disent que c'est un signe religieux. Bon. Donc il faut faire une liste des signes que vous voulez interdire. Bon. Et donc, effectivement, la commission m'a suivi, elle a fait une liste, elle a dit ils sont interdits le voile, interdit la kippa, et puis on a rajouté les grandes croix. En fait, là, c'était un peu hypocrite parce qu'il n'y avait pas de problème de grande croix, c'était pour montrer que le christianisme pouvait lui aussi éventuellement être atteint. Bon. Et puis, on a dit des signes discrets, comme l'étoile de David, par exemple, etc., sont permis. Et moi, je voulais qu'on rajoute que le bandana, hein, qui couvrait les cheveux, mais qui était porté par certaines jeunes filles par élégance, qui n'était pas forcément un signe religieux, qu'il soit marqué que le bandana était permis. Et là, donc, je me serais rallié. Je trouvais que c'était un bon compromis où chacun devait faire un pas, disons, vers l'autre. Bon. Et ce compromis n'a même pas été mis au vote. Et je trouve un peu scandaleux, d'ailleurs, que les membres de la commission n'aient pas dit « Ah ben si, on va voter sur la proposition de notre collègue Jean Bobéro ». Ils ont accepté que le staff dise « On ne met pas cette proposition au vote ». Bon. Donc, si on avait fait ça, eh bien, on aurait eu un certain équilibre. Et je crois que la suite aurait été différente. Tandis que là, finalement, on est entré dans un engrenage où, après la loi de 2004, il y a eu la loi de 2010 interdisant le voile intégral dans l'espace public, qui n'est pas une loi de laïcité, parce qu'on n'a pas le droit, au nom de la laïcité, d'interdire le port de certains vêtements dans l'espace public, mais qui a été pris au nom d'un pseudo-ordre public qui aurait été entamé, et on nous a dit à l'époque que couvrir le visage, c'était abominable, etc. On a tous couvert notre visage au moment du Covid. Oui, ça gênait personne. Et la société a continué à fonctionner. Bon, donc, on se raconte des histoires. Bon, il y a eu... Alors, la commission Stasi avait bien dit que l'interdiction du port de signes ostensibles ne visait que des élèves mineurs. On a fait des ennuis aux mères de famille accompagnatrices des sorties scolaires, etc., etc. C'est-à-dire que finalement, la loi est restée une exception dans une liberté qui était la règle générale sous Jacques Chirac, mais malheureusement, disons pour la laïcité, Nicolas Sarkozy l'a emporté sur Ségolène Royal, et du coup, on est entré dans cet engrenage et on a accumulé loi sur loi, circulaire sur circulaire, ce qui fait qu'on est arrivé à une laïcité à deux vitesses. Avec la fin de la suppression de la HALD et justement quand Sarkozy est arrivé, et en même temps l'Observatoire de la laïcité sous Macron en 2021. Ça a aussi été deux faits marquants qui ont fait ce qu'est la laïcité aujourd'hui en France. Oui, tout à fait. Donc la HALD, Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, avait veillé soigneusement à ce que la loi de 2004 ne déborde pas, disons, au niveau de ses conséquences. Et quand Hollande est arrivé au pouvoir, il a créé l'Observatoire de la laïcité avec Jean-Louis Bianco comme président. Et de même, Jean-Louis Bianco et l'Observatoire de la laïcité, dont le rapporteur était Nicolas Cadenne, a veillé à ce que la loi de 2004 ne déborde pas ses effets. Bon. Mais malheureusement, le groupe de lobby, disons, qui prône une laïcité très, très rigide et encore à deux vitesses, parce qu'ils sont moins durs pour le catholicisme que pour les minorités religieuses, l'a emporté. Et l'Observatoire de la laïcité a été dissous en 2022. Alors, nous avons créé de manière associative une vigie de la laïcité, dont je vous recommande évidemment le site sur Internet, qui essaye de continuer au niveau de la société civile le travail que faisait l'Observatoire de la laïcité. Et une dernière question pour conclure. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une application inégalitaire qui stigmatise la population musulmane? Et aussi, est-ce que cette loi de 2004, est-ce qu'elle a instauré une nouvelle laïcité en France? Alors, je ferai une réponse un peu dialectique, c'est-à-dire que, heureusement, la laïcité garde des aspects accommodants. Par exemple, on peut avoir des autorisations d'absence justement parce que seuls les fêtes catholiques sont fériés. Donc,
des élèves juifs, des élèves musulmans, des élèves orthodoxes aussi, puisque Noël et Pâques orthodoxes ne sont pas au même moment que pour les catholiques, donc peuvent avoir des autorisations d'absence, de même dans les entreprises. Le Conseil d'État a dit qu'il était possible de donner des repas substitutifs pour ceux qui ne veulent pas manger de la viande ou des choses comme ça, qui ne seraient pas halal ou cachères, etc. Bon. Donc, au niveau des mosquées, il y avait un islam des caves dans les années 1980. Les municipalités ont donner quand même des subventions, là aussi en respectant plus l'esprit de la loi de 1905 que la lettre, puisque l'esprit de la loi de 1905, c'est que la liberté de conscience et le libre exercice des cultes doit l'emporter sur le principe de non-subventionnement quand ils sont en conflit. Bon. Donc, il y a heureusement des aspects accommodants. Mais moi, ce qui me désole, c'est qu'en fait, ces aspects accommodants sont immergés, personne n'en parle. Et ce qui ressort dans le discours politico-médiatique, c'est des aspects rigides qui ne sont pas fidèles, encore une fois, à la loi de 1905 et qui, effectivement, sont une nouvelle laïcité qui, pour moi, est une laïcité néocoloniale. Merci beaucoup, Monsieur Bobéro. Je rappelle que vous êtes professeur émérite spécialiste de la sociologie des religions et fondateur de la sociologie de la laïcité.